commencer vraiment à avoir un catalogue qui est bien fourni, hein. Du coup, on va pouvoir parler de Shining. Non, je déconne. Bah du coup, vous avez du Fulci, donc j'ai envie de parler de Fulci et Frayeur et l'au-delà, c'est les premiers Fulci que j'avais découverts. Même si j'ai une petite tendresse supplémentaire pour Frayeur parce que c'était vraiment le tout premier et le choc de découvrir le style des Fulci, je choisirais sur Shadows déjà l'au-delà. Il arrive avec son obsession pour les chairs, pour la putréfaction, mais en même temps un truc assez éthéré avec toute cette sensation un petit peu Lovecraftienne, même si c'est un terme qui est ultra utilisé aujourd'hui. Là, il est assez approprié pour certaines parties du film. Il y a ce truc complètement hypnotisant dans ce film qui m'a vraiment mis à terre quand je l'ai vu. C'était il y a longtemps, putain. The Fall de Tarsem. C'est un peu du Parajanov avec la 3D, Parajanov c'était des tableaux, il y avait un côté 2D. Tarsem, lui, il essaie de faire la même chose, mais il entre dans la troisième dimension. Quand tu sais à quel point il a pompé son esthétique, ça te fait un petit peu... Ça n'empêche pas qu'il a vraiment un regard très très acéré et un univers esthétique qui est assez dingue. Et autant The Cell, son premier, c'était plus un exercice de style, même s'il y a mis énormément de ses visions et de son style. Autant The Fall, il est très très touchant. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas vu. Je pense peut-être qu'il a pris un petit coup de vieux, pas au mauvais sens du terme, mais que ça a quand même un marqueur de son époque. Mais il y a une telle inventivité visuelle et un tel amour du cadre. C'est un truc auquel je suis sensible, un amour du plan, vraiment. Un amour de la composition de plans improbables, mais très 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 marquante. Ce rapport à l'épure, notamment à l'élément désertique, qu'il y a dans pas mal de ses films, et comment jouer sur des contrastes de couleurs qui sont très très simples, mais très inattendus en même temps. Et ce qui fait que c'est un film qui regorge d'imagerie qui te marque. Sur The Fall, t'es sur un pinacle. Après, il avait pas très bien marché. Et les films qu'il a fait après, tu sens qu'il essaie d'évoluer tout en gardant un pied dans son style. Les Immortels, c'était pas fou. Et ce qu'il a fait après, je suis beaucoup moins fan, mais The Fall est vraiment à voir, quoi. Dark Star de Carpenter. C'est vraiment cool que vous l'ayez parce qu'il est tellement improbable. Et finalement, très peu de gens l'ont vu. Parce qu'il n'est pas super simple aussi à récupérer. Et c'est un petit peu le méconnu de sa filmographie. Aussi, il met en place certaines de ses obsessions, mais c'est presque un film des Monty Python dans l'espace, quoi. C'est complètement improbable quand tu y penses. Tu penses Carpenter, là non, c'est un film burlesque dans l'espace. Et rien que pour ça, le côté curiosité, je pense qu'il mérite d'être vu. En fait, c'est marrant parce que mes premiers souvenirs de cinéma de genre, c'est même pas des films que j'avais vus. C'est des images que j'ai chopées à la volée quand j'étais gamin. Peut-être que je les ai fantasmées au fur et à mesure et que je me suis recréé un souvenir, mais mes parents m'avaient envoyé me coucher, je devais avoir 8 ans, j'en sais rien. Je passe et je vois qu'ils sont en train de regarder un film. Et en fait, la situation s'est reproduite 2 fois. La première fois, j'ai vu La Maison de Psychose de Norman Bates. C'est vraiment ce plan complètement dingue qui est dans le film. Et la deuxième fois, il regardait le début du Dracula de Coppola. La scène au début où il empale les mecs en contre-jour, où tu as l'impression de voir un théâtre d'ombre. Et j'étais waouh! Donc il y a c'est presque 2 images, ouais, bam, fondatrices de mon amour du cinéma de genre, qui m'ont vraiment marqué. Peut-être que c'est pour ça que je suis obsédé beaucoup plus par les images que par le script dans les films. C'est vraiment ce moment où j'ai commencé à comprendre et ça a commencé à me travailler que putain, les images, par ce qu'elles racontent en tant qu'image, elles ont un tel putain d'impact sur nous et sur ce qu'on devient. J'ai besoin en fait de l'horreur et du genre que ça parle à mon imaginaire d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin que ça appelle à autre chose. Ce qui fait que très rapidement, mes premiers chocs et mes premières grosses peurs, mes grosses flips, relevaient toujours du surnaturel. Quand j'étais gamin, c'était SOS Fantôme 2, Vigo des Carpates. Quand j'étais ado, c'était Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie de Carpenter. Ça a déroulé le tapis pour moi pour mettre le doigt sur le fait que c'était le surnaturel qui parlait à mon imaginaire et qui peut-être titillait une peur qui est beaucoup plus profonde. Parce que là, tu es sur différents plans de réalité, tu n'es plus sur les mêmes... Tu peux pas t'enfuir. Tu peux te casser de la maison qui est hantée, mais tu peux pas littéralement fuir une menace qui n'est pas tangible. À moins que ce soit un poltergeist qui te lance des trucs à la gueule. Là, c'est très tangible. Mais du coup, ouais, je suis beaucoup plus sensible au surnaturel. Et aujourd'hui, je me trouve un petit peu acculé sur le... J'aime beaucoup le trope de la maison hantée et des hantises, si tu veux. Mais c'est très compliqué, au bout d'un moment, quand tu as vu beaucoup de choses, de renouveler le stock. Donc je suis très demandeur en ce moment de nouvelles découvertes. Halloween 2 de Rob Zombie. Il est très mal aimé ce film. Mais putain, qu'est-ce qu'il est burné. C'est-à-dire, c'est complètement
courageux de la part de Rob Zombie d'avoir tenté un film comme ça, alors qu'il savait pertinemment que toute la fanbase de la saga lui chierait à la gueule bien comme il faut. Mais c'est pas grave. Il a dit, tiens, on va transformer le mec en clodo, on va lui arracher son masque. Perso, ça me dérange pas parce que The Shape, je comprends la dimension symbolique de The Shape dans Halloween, mais je trouve pas ça flippant, spécialement. Je trouve ça flippant conceptuellement, si tu veux, mais dans le cadre d'un film d'horreur, moi, The Shape, ça m'emmerde plus qu'autre chose. J'aime bien la mythologie du truc, mais j'ai jamais regardé un Halloween pour flipper, si tu veux. C'est plus une sorte d'ambiance un petit peu flottante qui est agréable. Moi, c'est pareil, la nouvelle version, là, dont Carpenter a fait la musique, avec Jamie Lee Curtis qui revient, c'était une bonne série B, mais c'était pas démentiel, je trouvais. Je crois vraiment que j'ai un problème. Le Boogeyman, j'aime bien la mythologie des Boogeyman, mais je trouve ça absolument pas inquiétant, si tu veux. Nomads, j'étais très surpris. Bah, je l'ai découvert sur Shadow. J'avais entendu parler depuis des années du premier de McTiernan. Et putain, qu'est-ce qu'il est déstabilisant. C'est super intéressant parce que je suis très surpris que quand Joel Silver était en train de monter Predator et tout ça, il soit dit tiens, on va prendre le gars de Nomads là pour réaliser le Predator. C'est surprenant parce que les films n'ont absolument rien à voir entre eux. Tu peux pas dire en regardant Nomads que McTiernan sera un génie de la mise en scène de l'action. Nomads évolue sur un truc complètement différent, ce côté très onirique, très très étrange. Tu comprends pas tout, t'es une sorte de rêverie hallucinée. Il y a une deuxième partie de la vie du film qui commence quand tu vas ensuite te renseigner dessus. Tu fais ah mais putain mais oui. Et tu commences à redécouvrir le film et tu fais putain mais ouais. Symboliquement il dit des trucs assez forts quoi. Mais c'est vrai que c'est un premier film, avec les défauts que ça suppose aussi, mais qui sont super intéressants. Et que le mec, en plus je crois que c'est McTiernan lui-même qui l'a écrit, que le mec accouche de ça directement, c'est super ambitieux. Les démons 1 et 2 de Lamberto Bava sur Shadows, que j'avais regardé, c'est du Z jouissif, quoi. C'est marrant parce que c'est vraiment des films d'exploitation qui ont un côté assez cheapos et assez brinque-ballant, mais qui ont des putains de fulgurances, vraiment. Et par exemple, la scène que j'ai reprise dans le Camera Obscura, quand t'as cette espèce de démon qui arrive dans la télé et qui commence à sortir de la télé en mode Vidéodrome de Cronenberg à l'envers, j'étais... C'est ça qui est fascinant dans le cinéma de genre, c'est que c'est un truc qui est tellement codifié et tellement formulesque, de la manière dont il est pensé par les producteurs et par l'industrie, qu'au bout d'un moment, t'as des mecs qui font leur job, la taf, bam, ils balancent un truc ultra surprenant, ultra déstabilisant, qui a un truc vraiment une vision d'auteur, qui n'obéit à aucun cahier des charges. Et je crois que c'est la beauté vraiment de tout ce cinéma d'exploitation, c'est que des fois tu tombes sur une pépite et ça te marque de manière durable. Bon Tomahawk, bon souvenir aussi, il est cool. Il fait preuve d'une violence à certains moments. Et putain, j'en ai vu des trucs violents, mais là, oh con sur la fin, je vais pas spoiler, hein, mais putain, il y a une mise à mort. Oh. Mais au-delà du côté un petit peu choqueur et tout ça, c'est un vrai bon film, une vraie bonne variation sur le western, qui a le lisière du fantastique, il y a un truc vraiment qui se dégage d'assez unique de ce film. Tu sens pas la formule derrière, tiens on va mixer le western avec... ça vient de manière assez naturelle, cette espèce de manière de circuler aux marges du western, en tirant un petit peu sur autre chose et sur le fantastique notamment. Mais ouais, non il est bien. L'enfer des zombies, c'est le Fulci aussi. Bah voilà, une scène qui m'a marqué, la scène sur le bateau au début. Quand t'as un imaginaire du zombie qui est très urbain, grâce au Romero et tout ce que tu veux, si tu vois ce film et ça te sort de toutes tes zones de confort. Déjà, t'es habitué à une version assez américaine du zombie, et soudainement tu te retrouves avec un truc beaucoup plus axé sur la putréfaction, qui touche au vaudou, ça se passe ensuite sur une île, et c'est très, très particulier, avec la musique de Fabio Frizzi derrière qui est entêtante, t'as l'impression de te faire hypnotiser littéralement par la musique, qui est en plus mortifère, il utilisait des sonorités qui sont très cheap finalement, quand tu y penses, mais qui sont tellement bien choisies pour créer cette atmosphère délétère, t'as l'impression vraiment d'être dans un monde qui s'écroule, quoi. Et là, dans l'enfer des zombies, cette première scène sur le bateau, vraiment c'est ce côté dépaysement immédiat. Tu sais, quand tu commences le film, que t'es ailleurs. Et pourtant, le genre du zombie a tendance à vite m'emmerder parce que c'est un des genres les plus surexploités et les plus codifiés qui soient. Mais là, d'un coup, tu regardes ça et tu fais ok. Ok. Il y a de la marge de manœuvre pour réinventer le zombie. Du coup, Society, bien entendu, en termes d'être marqué par des scènes... la rupture de ton dans le film et juste toute la dernière séquence de body horror. C'est un film unique dans l'histoire du cinéma, Society, vraiment. Déjà pour, d'un côté, son côté ultra sale gosse de Yuzna, son côté ultra ambitieux dans ce qu'il raconte. Le truc s'appelle Society, quoi. C'est un pied de nez, mais c'est aussi une manière de dire, bah voilà, c'est une micro-société, c'est la société de
la pseudo-société secrète, notre société qui est hiérarchisée entre les gros et on va dire le mépris qu'ils ont pour les petits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un film qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait attendre d'une série B aussi régressive que quand t'as juste littéralement une tête dans un cul qui parle, à la fin dans le body horror, et cette rupture de ton. On parle souvent en rupture de ton de Une nuit en enfer, sur le côté film qui d'un seul coup, haha, je n'étais pas ça en fait. Et là, Society, putain. En même temps, c'est une rupture de ton, mais qui thématiquement est complètement logique par rapport au reste du film. Mais en termes de genre, putain, le retournement de fin est tellement dingue. Et si je m'abuse, c'est le premier long métrage de Brian Usna. Encore une fois, un mec qui arrive avec son premier long métrage, qui fait ça, c'est complètement incroyable, quoi. Night Shot était très surprenant. Je suis un poil moins convaincu par la fin, mais en même temps, c'est très compliqué dans le cinéma de genre d'avoir un dernier acte totalement satisfaisant. C'est vraiment généralement là que bas blesse, mais en même temps, on est super bienveillant parce que ça reste très codifié et que, encore une fois, ce qui compte, c'est le trip dans lequel ça t'emmène, c'est l'atmosphère. Et Night Shot, vraiment, il y a des scènes de flics qui sont très très bien troussées et surtout, il prend le temps de se construire. C'est casse-gueule d'utiliser un concept qui est tellement ancré dans le YouTube actuel et sur les codes des émissions YouTube et arriver vraiment à en faire un truc qui se tienne, pas en tant que petit clin d'œil roublard au genre, mais qui se tienne en tant que film d'épouvante. Et ils ont vraiment réussi à construire toute cette dramaturgie, toute cette tension qui monte avec trois fois rien. Tout le parti pris de rester en plan séquence, c'est vraiment cool, et ils le tiennent, quoi. Vraiment, c'était une très très bonne surprise. Ah bah putain, In Search of Darkness. Qu'est-ce que c'est bien. Tu te fais les 4 heures, j'ai l'impression que j'avais passé juste 1 heure et demie devant ma télé, quoi. C'est tellement bien. En fait, ça pourrait être chiant parce qu'ils prennent vraiment le parti pris de faire un truc assez chronologique, année par année, sur l'évolution de l'horreur, avec quelques figures de proue qui viennent parler. Mais déjà, les gens qui viennent parler, t'as des intervenants vraiment intéressants et qui sont pas les éternels mêmes intervenants. C'est des gens qui sont vraiment des seconds couteaux un petit peu iconiques de l'époque ou certaines anecdotes qu'on n'a pas entendues 1 milliard de fois sur les mêmes films. Donc arriver à parler de grandes références comme ça tout en renouvelant le stock d'anecdotes ou l'approche analytique, c'est déjà cool. Mais en plus, ils se permettent, et bon, en 4 heures, c'est vrai qu'ils peuvent se le permettre, de mettre en avant des références bien moins connues du grand public. Et ça, c'est vraiment bien. Pour moi, vraiment, il y a beaucoup de documentaires qui existent sur le cinéma d'horreur, mais In Search of Darkness, c'est de ceux que j'ai vus, c'est le définitif, quoi. Enfin, tu peux pas faire mieux que ça. Alors, ça va vraiment être très très difficile, hein. Donc voilà, In Search of Darkness. Pour moi, Shadow, c'est plus un outil de découverte, si tu veux, ou de redécouverte de certains trucs qui étaient un peu passés sous le radar. Et ça, c'est vraiment vraiment bien. Parce que on sent que toujours il y a une démarche derrière. Il n'y a pas du tout de remplissage. C'est ce que je recherche sur une plateforme VOD. C'est pouvoir être stimulé par des choses qui sont inattendues. Ce que tu n'as vraiment pas sur le côté scrolling sur les éternelles plateformes VOD où tu contemples l'abîme et l'abîme te regarde et tu te dis mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?